Si vous aimez Chevron, si vous souhaitez un guide de niveau, eh bien restez avec nous. Nous allons faire un petit tour de la ville pour vous permettre, eh bien vous qui êtes en pleine effervescence, puisque c'est la fête, d'ailleurs on en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de Soukhot, eh bien vous allez pouvoir aller avec vos pieds, avec vos enfants, en famille, découvrir Chevron grâce à Eliaou Atlan. Bonjour Eliaou. Bonjour. Historien, enseignant en histoire juive, etc. On ne le présente plus, guide, enfin il a un tas de qualifications, mais surtout c'est un amoureux de Chevron. Et un habitant. Et un habitant très vrai, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre, je crois. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir à Chevron? Quels sont les endroits à ne pas manquer? Et est-ce qu'on peut s'aventurer pendant ces fêtes de Soukhot en famille à Chevron? Absolument, absolument. En général, Chol HaMoed Soukhot, tout comme Chol HaMoed Pessah, Chevron accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Et il n'y a aucune raison de ne pas se joindre à ce flot béni de personnes qui viennent remplir les rues de Chevron, qui viennent chanter dans les rues de Chevron et qui viennent découvrir la ville. Il y a de la musique, il y a des chanteurs qui viennent, il y a des spectacles, il y a des douchanim, des stands avec la production locale des gens de Chevron. Il y a beaucoup d'artistes à Chevron. Il y a des apiculteurs, des gens qui avec les abeilles vendent le produit de leur miel et tout. C'est vraiment la fête du village, la fête de Chevron et la fête de Ham Israël, à ne pas manquer. Alors, ce sont quoi? Ce sont les habitants de Kiryat Arba qui viennent dans la ville de Chevron proposer aux gens qui sont là leur production. Et les gens de Chevron aussi. Il y a plus de 600 juifs qui habitent à Chevron. Donc, eux aussi seront présents, bien sûr, les premiers même. Et on viendra visiter la ville. Vous savez, Cathy, le propre d'une visite réussie, c'est ou de montrer des choses nouvelles à des personnes qui connaissent les lieux mais qui connaissaient pas les sites que vous allez leur proposer, ou alors d'attirer leur attention sur des détails qu'ils n'ont pas remarqués. C'est-à-dire, on va les prendre dans des endroits où ils sont passés peut-être 10, 100 fois devant, et on va essayer d'attirer leur attention et de leur montrer une nouvelle vision. Et on va essayer de faire les deux avec votre permission durant cette visite virtuelle de Chevron. Ok, alors on va commencer par l'un des endroits les plus connus, le cœur de Chevron, la Marat HaMarpela, bien évidemment, le tombeau des patriarches, ou le caveau des patriarches, ce sera plus juste, et la 7e marche. Alors, et la 7e marche. Ok. Alors sur notre photo, on voit très très bien. On voit deux façades de ce magnifique bâtiment, une façade sur la longueur et une façade sur la largeur. Alors la 7e marche était sur la façade de la largeur qu'on aperçoit. Alors il faut savoir qu'avec l'avènement des Mamelouks au Moyen-Orient, les musulmans vont interdire l'accès de la Me'arat HaMarpela aux non-musulmans. C'est-à-dire les non-musulmans, c'est essentiellement les juifs et les chrétiens. Les chrétiens, du fait qu'ils ne sont pas circoncis, ne seront même pas autorisés à rentrer dans Chevron. Maintenant, pour les juifs, du fait que nous avons le zchut, le mérite de la circoncision, ils vont nous faire un prix d'amis. Ils vont nous dire, vous pouvez vous approcher de la Me'arat HaMarpela jusqu'à la 7e marche. Maintenant, ces marches-là n'existent plus. Et on va raconter tout à l'heure dans quelles circonstances elles ont été supprimées. Maintenant, on va faire un petit effort d'imagination. On va voir la paroi sur la largeur et on va imaginer des très belles marches en forme de demi-cercle qui nous permettent d'accéder à l'intérieur du bâtiment hérodien. Et depuis 1267 jusqu'à 1967, exactement 700 ans, cette marche, 700 ans, les Juifs n'auront pas le droit de dépasser cette 7e marche. Ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent plus. En tout cas, officiellement, on aura toujours des exceptions. Je me rappelle, il y a quelque temps, un journaliste demandait à Noam Arnon, le porte-parole des gens du Yishuv HaYehudi de Chevron, est-ce que la 7e marche est sanctifiée? Et il a eu cette très très belle réponse. Il a dit, elle a été sanctifiée par les larmes d'Israël. C'est-à-dire que pendant très longtemps, cette 7e marche va devenir le symbole de l'humiliation d'Israël. Et nous avons des centaines de témoignages. Lorsque les Juifs arrivent, et très souvent ils arrivent de très très loin, pour venir jusqu'à Chevron, à Chevron, très souvent, ils découvrent qu'ils n'auront pas le droit de rentrer
au tombeau des patriarches, mais ils devront s'arrêter à la 7e marche. Maintenant, on aurait pu penser que sur cette 7e marche, ils auraient au moins la possibilité de prier en paix, dans la sérénité qu'ils méritent. Et on sait que c'était tout à fait l'opposé. Que lorsque des Juifs venaient de loin pour arriver à Hebron et arriver à la 7e marche, alors aux yeux des gens du village, des Arabes du village, c'était l'attraction à ne pas manquer. Et très souvent, lorsque les Juifs priaient, on avait une meute de la populace qui venait se moquer d'eux, qui venait jeter sur eux des détritus, qui venait les empêcher de prier. Ça me rappelle quelque chose, un peu actuel, par rapport au mont du Temple. Au mont du Temple, exactement. Ken. Ok, une comparaison difficile, mais ô combien actuelle. Et à titre d'anecdote, une des dernières personnes à venir visiter Hebron, on est quelques jours à la veille du pogrom, on est en 1929, le rabbi, le Hadmour de la Chassidoute Belz. 5 jours avant le pogrom, il vient sur la 7e marche, et avec tous les chassidim qui l'accompagnent, et j'imagine ils font des prières pour la prochaine rédemption d'Israël. Maintenant, le secrétaire du rabbi nous raconte l'anecdote suivante. À cette époque-là, beaucoup de personnes, les personnes de haut rang, avaient une chaîne en gousset, je crois que ça s'appelait, Ken, une petite poche comme ça, une montre à gousset, exactement. Et le rabbi portait une montre comme ça, donc cousue à son veston, et un voyou, un délinquant arabe, remarque la montre. Lui, il est sur la 8e marche, donc il est un peu plus haut que le rabbi, et il attrape la chaîne, violemment il la tire vers lui, donc il déchire le veston du rabbi, et il garde son trophée entre les mains. Et il balance la montre de droite à gauche, l'air de dire au rabbi, viens la chercher. Okay? Et le secrétaire du rabbi qui nous décrit tout le désespoir des chassidim. On a humilié le rabbi devant eux, l'homme qui est pour eux le Gdol Ador, le grand de la génération et tout. Et des histoires comme ça, on en a malheureusement des dizaines et des dizaines. Et donc, effectivement, Noam Arnon a raison, la 7e marche a été sanctifiée par les larmes d'Israël. Et ça a duré jusqu'en 1967. Maintenant, en 1967, une guerre très, très importante, bien sûr, la guerre des 6 jours. Et très très vite, 2 ou 3 jours après la fin de la guerre, va être nommé Mefaked Pikoud Merkaz, le responsable de la région centre d'Israël, Rechavam Zeevi, qu'on connaît aussi sous son surnom de Gandhi, bien sûr. Voilà, Zichrono Libracha. Et au cours d'une de ses visites à Hebron, Gandhi nous a raconté l'anecdote suivante, qui est une anecdote croustillante, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à raconter. Il nous dit, vous savez mes amis, moi c'est pas la première fois que je suis là. La première fois que je suis venu ici, j'avais 9 ans. Et il nous raconte que quand il était gosse, c'était un gosse terrible, Ken, et il aimait pas l'école, et chaque fois il saisissait le moindre prétexte pour se sauver. Et il dit, un jour j'ai pris la décision de venir à Hebron. Alors, il a dit, je suis parti à la Tachana Merkazit arabe, en vieille ville. J'ai acheté un journal arabe pour faire croire que je suis arabe, Ken. Je suis monté dans le bus, Ken, le bus de Hebron, j'ai donné de l'argent, et je suis arrivé jusqu'à Hebron. Alors, il dit, le bus m'a descendu plus ou moins où il y a la grande place avec aujourd'hui le centre de Mevakrim de Hebron, le magasin de souvenirs juifs de Hebron. Et il dit, j'ai été attiré par ce bâtiment sobre, ce bâtiment majestueux comme ça. Et il a dit, j'ai couru comme un fou. Et j'ai commencé à enjamber les marches. Première, deuxième, cinquième, sixième, 7e marche. Et il nous dit, je reçois une gifle. Je suis retourné à la case départ. J'ai dégringolé toutes les marches en arrière. Et il a dit, j'ai repris mes esprits et je vois un espèce de géant devant moi qui m'insulte. Yahoud, quelle espèce de chien de juif. Si, j'aurais pu te tuer. J'ai le droit de te tuer. Tu es passé de la 7e à la 8e marche. Et lui, il nous dit, moi, un enfant de 9 ans, 7e, 8e marche, je ne comprends pas de quoi il parle. 20 ans plus tard, il a 29 ans, c'est un des plus jeunes aloufim de Tzahal, des généraux de Tzahal, il revient à Hebron,
et sa Jeep, elle le laisse au même moment, au même endroit où l'autobus là. Et il dit à ce moment-là, je m'approche vers les marches et il dit, ma joue, c'est ses paroles, ma joue, elle commence à me parler. Elle me dit, oui, c'est ici. Et il dit, je sens la douleur sur ma joue tellement que cette gifle, elle m'avait traumatisé. Il dit, cette fois-ci, j'ai compté les marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il dit, je me suis tourné sur la gauche et j'ai vu un géant devant moi. Et il dit encore une fois, ma joue, elle me parlait. Sa joue, elle lui disait, c'est lui, tue-le, c'est lui. Et il lui dit, j'essaye de rester calme. Alors je lui dis, Ahlan ou Sahlan, bonjour, comment vas-tu? Et il dit, l'arabe, il me répond froidement. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, je suis le gardien de la 7e marche. Et Gandhi nous dit, mon cœur, il bat encore plus fort. Et il lui dit, ça fait longtemps que tu es dans le métier? Et le gardien lui dit, ça fait 30 ans. Et je n'ai jamais manqué un jour de travail. Il a dit, je me suis retourné et je lui ai donné de tout mon cœur la claque en retour. Alors dans le forum qui était présent, lorsqu'il nous a raconté cette anecdote, il y avait un Français qui lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, Gandhi, en français, il y a un proverbe qui dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il lui a dit, ce jour-là, tu as inventé le surgelé. 20 ans plus tard. Okay. Alors, ça va être difficile quand on vous entend d'aller visiter Hebron tout seul. Avec l'aide de Dieu, il y a encore beaucoup de personnes qui pourront guider là-bas. C'est ça. Est-ce qu'on peut trouver un guide sur place? Parce que ce serait dommage de rater ces explications historiques. Ça fait quand même le sel de la visite. Avec l'aide de Dieu, on trouvera, on donnera quelques noms tout à l'heure. Ok, d'accord. Alors bon, ça c'était forcément très émouvant. Est-ce qu'on peut rentrer dans la mare pendant Chol HaMoed Sukkot? Bien sûr, on peut rentrer. Et le deuxième jour de Chol HaMoed, le Oulam Yitzhak est ouvert. Donc toute la Méhara est au service des visiteurs juifs. D'accord, donc demain. Le lendemain. Ok, donc le deuxième jour de Chol HaMoed, ce sera demain. Donc ne ratez pas cette occasion de rentrer dans la Ma'arat HaMarpela. Il y a d'autres lieux à visiter à Hebron. On en parle moins, c'est peut-être moins évident. On aimerait maintenant que vous nous parliez de la maison Schneerson. Alors la maison Schneerson, c'est un nom, bien sûr, qui nous parle. Bien sûr. Mais l'histoire de cette maison, je pense que nombreux de nos auditeurs ne la connaissent pas. Je pense aussi. Alors, pendant très longtemps, la ville de Hebron la communauté juive de Hebron était une communauté sfarade. Donc on voit à l'image, voilà, la plaque commémorative. Et à peu près vers le début du 19e siècle, il y a des familles ashkénazes qui viennent s'installer à Hebron, et parmi les premières familles, des familles issues du mouvement Chabad. Mm-hmm. Maintenant, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ces premières familles qui vont arriver de Chabad en Eretz Israël, ils viennent dans des conditions dramatiques. C'est-à-dire que le fils du Admour Hazaken, le fils aîné du fondateur de la Chassidoute de Hebron, va se convertir au christianisme. C'est une histoire... Donc le Rav Zalman. Difficile. Le fils du Rav Zalman. Ok. Et donc... celui qui a écrit le Tanya. Le Baal Tanya, exactement. C'est effectivement une histoire que peu de gens connaissent. Peut-être que les détails, les gens ont l'occasion peut-être de lire ou quoi. Donc c'est dans ces conditions dramatiques que sa famille va décider de faire son alia. C'est-à-dire sa femme et ses enfants vont faire leur alia. Ils vont d'abord arriver à Tzfat, et de Tzfat, ils vont passer à Hebron, et ils vont être une des premières familles qui va sortir du quartier, du ghetto juif de Hebron. Alors c'est peut-être l'occasion de rappeler que la communauté juive de Hebron, il y a toujours eu des juifs à Hebron. Depuis David Ameller jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une communauté juive à Hebron. Même petite, mais il y en a eu. Même petite, exactement. Et à un certain moment, il y a eu des Karaïtes ou quoi, mais le peuple juif, il y a eu une espèce d'instinct de conservation, de dire que il était conscient que de quitter Hebron, c'était dramatique. Et il y a toujours eu une représentation juive à Hebron. Et donc, mais ces juifs-là ont vécu dans des conditions difficiles.
Et à Hebron, il va avoir une institution qui est inconnue à Jérusalem, à Tzfat, à Gaza. Il y a eu aussi une grande époque, une grande communauté juive à Gaza. C'est cette notion de ghetto. Il faut bien comprendre que cette notion de ghetto est une notion qu'on retrouve uniquement en Galoute. Okay? Ouais, c'est incroyable, mais pourtant, c'est à cause des Turcs, je crois, qu'il y a eu un ghetto à Hebron. Les Turcs vont maintenir la communauté juive dans un quartier qui s'appelle le ghetto juif, ou bien Khatser à Karaït, à une époque où les Karaïtes y habitaient et les Juifs vont venir les remplacer. Et qu'est-ce que c'est un ghetto ? Un ghetto, c'est un quartier qui ne peut pas se développer en étendue. Alors des fois, avec un peu d'humour, on dit que ce sont les Juifs qui ont inventé les gratte-ciel. Pourquoi ? Parce que du fait que on peut pas construire l'un à côté de l'autre, on construisait les uns sur les autres. Et en général, on construisait mal, on construisait en bois souvent. Et très souvent, lorsqu'il y avait des incendies ou des épidémies, c'était la catastrophe. Donc ça, c'est un vestige, enfin cette plaque commémorative. On peut aller visiter, bien sûr, cette maison. Alors, il y a une autre maison aussi qui est assez importante, Bet Romano. Et d'ailleurs, c'est tout à fait lié, exactement. Maintenant, on a dit que pendant très longtemps, durant toute la période ottomane, les Juifs vivent dans un ghetto. Un quartier qui est fermé, un quartier où il y a des sheharim, des portes. Le matin, les Turcs ouvrent les portes. Le soir, ils nous referment les portes. Okay. Et maintenant, vers la fin de l'époque ottomane, va arriver en Israël un Juif qui s'appelle Israël Mercado Romano. Okay. Ce Juif-là, il a un métier extraordinaire. Il gagne beaucoup d'argent. C'est un ami personnel du sultan. Il est tout simplement le fournisseur des armées ottomanes. Et une armée, de quoi elle a besoin ? De tout. Depuis la nourriture, depuis l'armement, depuis les couvertures, depuis les médicaments, de tout. Vous comprenez ? Donc c'est une personne qui est immensément riche et qui est un ami personnel du sultan. Pas mal. Ça peut aider. Très bien, ça peut aider, exactement. Et quand il vient à Hebron, il découvre la ville. Et il annonce au rabbin de la ville qu'il aimerait finir ses jours à Hebron. Alors les rabbins de Hebron lui font une visite guidée du ghetto. Il lui dit, choisis le bâtiment que tu veux. Et lui leur dit, mes amis, moi j'ai tué personne pour habiter ici. J'ai rien à faire ici. Il a dit, laissez-moi sortir, je vais me balader dans la ville de Hebron et je vais construire ma maison dans un beau terrain. Alors il dit, mais non, tu peux pas. Parce que les musulmans nous interdisent de sortir. Il dit, laissez-moi les musulmans. Moi, je suis le copain du sultan, ils vont me laisser faire. Donc, c'est un peu comme Montefiore, en gros. Exactement. Ce qu'on appelle dans l'histoire de Jérusalem, Yetzia min hachomot, la sortie à l'extérieur des murailles, c'est ce qui va se passer à peu près à la même époque à Hebron, la sortie à l'extérieur des murs du ghetto. Et cette première... et ça, exactement, maison, on le doit à Romano. Okay, c'est Romano. Alors, il y a encore beaucoup de choses, bien évidemment, à visiter. Le fameux chemin, la Cinta, qui a été terrible pour les habitants, voilà, du quartier de Kiryat Arba. On se rappelle d'une émission très émouvante qu'on a eue ici avec Alex Ben-Zekri, exactement, qui était un survivant de la fameuse Cinta. Il y a eu de nombreux morts du côté des forces de sécurité et de l'armée d'Israël. Bien sûr, on pourra le visiter, c'est possible pendant Hanamoun. Tout à fait. C'est possible, d'accord. Donc, voilà, si vous avez envie de connaître un peu d'histoire moderne, vous pourrez aussi aller là-bas. Et puis, il y a une pierre tombale un peu cassée, c'est pas un peu, elle est carrément cassée, et donc on suppose que c'est celle du Ramban. Absolument. Alors pourquoi ? Alors il faut savoir que la même année où les musulmans ou les Mamelouks décident de fermer la Me'arat HaMarpela, arrive en Eretz Israël le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en français Nachmanide, et il vient dans des conditions tout à fait extraordinaires. On est à la deuxième moitié du XIIIe siècle. À cette époque-là, en Europe, l'Église décide d'une nouvelle stratégie pour espérer convaincre les Juifs de se convertir au christianisme. Ils vont organiser ce qu'on va appeler des disputations. C'est-à-dire, c'est des débats théologiques, un duel théologique. Okay. On va demander aux Juifs de choisir leur champion, leur rabbin, et très souvent, pratiquement à tous les coups, les chrétiens vont mettre contre lui un juif converti.
Vous comprenez le Oui, danger? tout à fait. Donc un juif qui connaît le judaïsme de l'intérieur et qui maintenant sert ses bourreaux. Il a adopté la religion de ses bourreaux. Et la controverse ou la disputation de Barcelone est une des plus célèbres. Ken. Et elle oppose Rabbi Moshe ben Nachman à Pablo Cristiani, son ancien élève, qui s'est converti au christianisme. Okay. Ken. Et on va pas rentrer dans les détails de la polémique. Non, parce que ce serait trop long. Ken, mais juste pour dire l'intelligence du Ramban, il a compris qu'il n'y a rien de plus barbant, qu'il n'y a rien de plus saoulant qu'une polémique religieuse. Et alors que Pablo Cristiani va venir faire des citations savantes ou quoi, le sujet est le suivant. Est-ce que le Messie est déjà arrivé, oui ou non? Alors que bien sûr les chrétiens vont dire oui, c'est en la personne de Jésus, et les juifs vont réfuter cette thèse-là. Alors le Ramban est conscient, encore une fois, et autour de lui, il y a tous les nobles d'Aragon qui regardent. Alors ils sont peut-être nobles par leur statut social, mais ce sont tous des imbéciles heureux au niveau de leur culture générale. Et toutes ces citations savantes de la Bible, ça passe pas pour eux. Et lui, il pose une question très très simple. Il dit, Pablo, explique-moi maintenant, lorsque le Messie arrive, quels sont les signes extérieurs de son arrivée? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alors quand le Messie arrive, et l'autre il tombe dans le panneau, peut-être la première, lorsque le Messie arrive, tous les pays vont être trempés les uns avec les autres, le loup va paître avec l'agneau, et il va tous les détails comme ça. Et le Ramban lui dit, eh bien regarde, maintenant réveille-toi. Il lui dit, regarde autour de toi. C'est pas du tout il dit, non seulement racontes. on n'est pas arrivé dans cette paix éternelle, cette paix universelle, mais vous les chrétiens, vous êtes le détonateur de la majorité des guerres aujourd'hui. Alors tout ça, on peut le voir bien évidemment, enfin en tout cas on peut voir ça. Alors maintenant on va arriver à Hebron. Parce que cette stèle, on ne sait pas voilà. d'où elle sort. Alors les gens de l'Inquisition demandent au roi d'Aragon de tuer le soir même le Ramban. Et le roi d'Aragon avait beaucoup de sympathie pour le Ramban. Il lui donne une bourse de 300 pièces d'or. Sauve-toi. Et il lui dit, sauve-toi, demain je ne pourrai pas te défendre. Et le Ramban fait donc une alia en catastrophe, à 70 ans, et il va venir en Eretz Israël. Et d'abord, il vient à Jérusalem, il va renouveler, la Jérusalem est complètement détruite, il va prendre la maison la moins détruite, et il va ramasser un groupe de juifs, il va recréer une petite synagogue qu'on visite encore, la synagogue, et il va venir faire le pèlerinage à Hebron. Et de là-bas, il écrit une lettre à son fils. Et il aimait son désir d'être enterré ici à Hebron. Alors, il faut savoir qu'il est probablement le dernier juif à visiter la mer à Marpella, parce que la même année, les musulmans fermaient la mer aux juifs. Et donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent qu'il aurait réalisé son vœu. Ken, et il aurait acheté une pierre, un endroit, et à côté de la mer. Ok, bah écoutez, on a beaucoup de choses, j'imagine, encore à découvrir sur Hebron. Eliaou Atlan, merci d'être venu. Donc on répète, on peut aller à Hebron. Alors pour ceux qui sont férus d'histoire comme vous, mais on peut suivre toutes ces indications. Pour les autres qui ont juste envie de se détendre, on peut aussi profiter des concerts, des stands qu'il va y avoir à Hebron. Alors ça se trouve où en général? Sur la place même? Sur la grande place en face de la Mara, exactement. Et il y aura aussi quelque chose aussi de formidable, des visites de la Casbah. Vous savez que la Casbah est truffée d'anciennes maisons juives, et cette visite se fait avec la protection de Tzahal, et c'est toujours une expérience extraordinaire de visiter. Alors pour ceux qui sont intéressés justement à visiter la Casbah, il faut s'inscrire quelque part, il faut juste y aller et demander... à peu près, il y a une visite tous les 2 heures. Toutes les 2 heures, pendant tout Chol HaMoed? Pendant tout Chol HaMoed. Okay. Et sur la bama, sur l'estrade centrale, il y a quelqu'un qui annonce dans 20 minutes, un groupe va sortir pour visiter la Casbah. Donc c'est vraiment la bonne période pour aller visiter Hebron. C'est la période qui convient le plus. Okay. Merci beaucoup Eliaou. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.